Et ça recommence. T'as voulu faire l'école vétérinaire, t'as voulu faire ton droit, puis après t'as voulu faire les beaux-arts. Je vous ai dépanné, mais je ne suis pas vétérinaire, essayez de comprendre ça, monsieur Guillain. C'est mon collègue Gilbert Michaud, inspection vétérinaire. Chanté. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Oniris, La vie qu'on mène. On est déjà à l'épisode 5 et on est super content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui un épisode un petit peu plus court et en plus petit comité. Voilà, pour rien vous cacher, on enregistre un dimanche, donc il n'y aura que 2 chroniqueurs. Mais dans les 2 chroniqueurs, une nouvelle chroniqueuse et ça nous fait super plaisir. Je te laisse les présenter, Kylian. Non, pas de soucis, déjà donc 2 chroniqueuses, puisque oui. on retrouve encore donc Marie qui va nous faire une chronique Sortir à Nantes. Hola. Et on a aussi donc Pauline qui est notre nouvelle chroniqueuse qui fait sa première aujourd'hui et qui va nous faire un point culture. Salut, ouais, je suis ravie d'être là, je suis très contente de venir sur le podcast. Nous aussi. Et en invité donc aujourd'hui on a Manu, enfin Manuel Comte on va dire, Manu tout le monde le connaît sous le nom de Manu. Donc voilà, donc je te laisse... bonjour, écoutez, moi c'est Manuel Comte, donc Manu de la Natte, que tout le monde connaît, on peut dire que je suis même mondialement connu, tout le monde, et puis je suis très heureux de faire partie de cette petite radio fort sympathique. Voilà, bonjour à tous, voilà, ça résume. Oui. Voilà. Et nous aussi on est contents parce que ça fait un bout de temps qu'on voulait t'avoir. Déjà l'année dernière, mais t'es difficilement joignable. C'est ça, il faut avoir mon numéro. C'est ça, et même quand on a ton numéro, c'est pas toujours si évident, tu réponds pas immédiatement. Je sais. Là j'ai fait un effort pour 2021. Les résolutions. Voilà. Non mais ça va être un bel épisode, on est vraiment contents. Et donc du coup on peut commencer avec toi Pauline, donc ton petit point culture. Voilà, alors du coup, bonjour à tous, je suis ravie d'être sur le podcast aujourd'hui. Moi c'est Pauline, j'ai 23 ans, j'ai 2 passions dans la vie. Me faire retourner les fesses sur des jeux vidéo en ligne par de parfaits inconnus et la lecture. Aujourd'hui on va parler des choses qui me font plaisir, qui me passionnent, donc en globalité de culture, les films, les séries, les livres, les jeux vidéo. Tout ce qui a fait que l'année dernière je me suis tapé mes premiers rattrapages de ma scolarité quand je me suis rendu compte que jouer à LoL, lire le dernier tome de ma série préférée pour la 5e fois, ou regarder des dessins animés sur Netflix en même temps que le cours d'anapath sur Zoom, ça allait pas m'aider à mieux assimiler les différents types de pneumonies rencontrés chez les vaches. Donc moi ma culture elle est très numérique, internet, parce que j'y ai passé beaucoup de temps quand j'étais enfant et j'y passe encore beaucoup de temps, donc on se concentrera là-dessus. Donc sans plus tarder on va commencer tout de suite avec le cinéma et les séries parce qu'il y a tous les jours des nouvelles sorties et des nouvelles news. Et on va commencer avec une nouvelle qui personnellement me hype énormément. J'ai emmerdé tout mon groupe de clinique pendant tout un après-midi le jour où la bande-annonce est sortie. Disney a annoncé le film Buzz l'éclair. Je sais pas si vous avez vu cette annonce-là. Ah oui, moi je l'ai vu. Oui. Ouais. Génial. Alors si vous savez qui c'est Buzz l'éclair, c'est le ranger de l'espace, un personnage principal secondaire de la franchise Toy Story, un jouet adoré par les enfants, vers l'infini, au-delà, tout ça. Mais ce que les gens connaissent moins, c'est la backstory du jouet et le deep lore, comme on dit en fait. Et le film va parler de ça, du véritable Buzz, celui qui a inspiré les jouets dans l'univers de Toy Story. Le vrai ranger d'espace qui part à l'aventure au fin fond de l'univers. Pour découvrir des nouveaux mondes, des nouvelles races, des aliens et tout ça. Et tout ça sur un fond de David Bowie, donc autant vous dire que la hype, elle était bien ici, quoi. Je vous conseille fortement d'aller regarder le trailer, il est disponible en français et en anglais. En réalité, il parle pas vraiment dans le trailer, donc c'est pas très grave. Et osez me dire après, ça, que vous êtes pas hypé. Si, moi je suis hypé. Ouais, j'ai fait la voir, c'est un truc de fou. Ça a l'air incroyable. C'est génial, ouais. Et le film sort à l'été 2022, et croyez-moi que moi je serai en salle le jour de sa sortie. Mais on y sera tous. En fait Buzz l'éclair, c'est aussi un petit, petit clin d'œil à Buzz Aldrin en fait. Oui. Donc tout le monde connaît Buzz Aldrin, j'imagine. Donc voilà, c'est un petit rapport avec ça. Et moi j'ai été voir la bande-annonce et moi aussi je suis foufou pourvu que ça sorte quoi. Faut tous y aller le voir là, cette bande-annonce là. Je suis contente de pas être la seule à être je suis un à gros fond geek, là-dedans. Et comme je suis une enfant, que je regarde exclusivement des dessins animés visiblement, je pouvais pas passer à côté de la toute nouvelle et première série de Riot, donc l'éditeur de jeux vidéo à qui on doit le merveilleux et absolument infect League of Legends, le populaire Valorant ou Legend of Runeterra qui est un jeu de cartes en ligne. C'est une boîte qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps et donc ils sortent un dessin animé, une série d'animation sur Netflix qui a s'appelé Arcane et qui sort normalement aujourd'hui en fait, le jour où on enregistre. Donc moi j'ai pas eu le temps de la voir encore et si vous
même si vous n'êtes pas familier de l'univers de League of Legends, de Runeterra, tout ça, l'animation elle promet quand même d'être exceptionnelle avec un studio d'animation français en plus, donc Cocorico. Et donc on va retrouver dans cette série Jinx et Vi qui sont deux personnages qu'on retrouve dans le jeu vidéo et on va apprendre plus sur leur enfance difficile, pourquoi elles se retrouvent toutes les deux dans deux vies complètement différentes aujourd'hui. Elles sont sœurs et aujourd'hui elles se parlent plus du tout et on va apprendre pourquoi. Et même si vous connaissez pas du tout cet univers-là, si vous avez si vous êtes un petit peu intéressé par tout ce qui est dessin animé, franchement ça peut être super intéressant et je trouve que de toute façon l'univers que eux ils ont développé est très intéressant et très beau et je pense que ça promet d'être assez punchy et vraiment joli et vraiment agréable à regarder. Le monde là en fait c'est un monde dans un monde en fait. Oui, c'est énorme. On n'a pas fini en fait. Il y a toujours dans ces jeux vidéo là notamment l'univers est énorme en fait. C'est infini en fait. Oui, c'est ça. Les personnages des infinies possibilités, des personnages. Il y en a. Ils ont tous une histoire surtout. Voilà, c'est ça. Pour vous donner une idée, là actuellement dans le jeu League of Legends, ils ont plus de 180 personnages qui ont tous une histoire et qui ont tous des liens les uns avec les autres. Donc c'est énorme en fait. Mais là, c'est une série qui réadapte d'un jeu vidéo. Alors c'est une série qui est de cartes à la base. Ouais, en fait c'est comment expliquer ? Le jeu vidéo se trouve dans un univers étendu avec plein d'histoires, plein de différentes régions, etc. Là, c'est une série qui va se concentrer sur deux personnages qui existent dans le jeu vidéo, qui ont une histoire, et du coup, ça va raconter l'histoire de ces deux personnages-là, avec en plus des liens avec les différentes régions, l'univers et tout ça. Et je pense que ça va vraiment être super intéressant, même pour les gens qui connaissent pas du tout. Je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Même les époques, tu as même des époques en fait. Ouais. Des choses historiques propres à ce monde-là en fait. C'est un truc de fou. Ils ont une team de gens qui font le lore qui est incroyable. Je pense que... Même les cinématiques, moi je me rappelle avoir vu les cinématiques, c'est déjà les dessins animés en fait. Donc Netflix pour le coup, là ils ont de gros boulot. Et puis j'espère qu'ils feront plaisir aux fans parce que des adaptations de manga ou des adaptations de comics en général sont pas forcément le bonheur des fans. C'est ce que j'allais dire. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut, en tout cas, quand on prend la température au niveau des gens qui connaissent Riot et tout ça, ils sont vraiment super hypés. Et puis ils ont sorti des bandes annonces qui donnent vraiment envie, avec notamment un clip animé avec Imagine Dragons qui avait déjà chanté pour la chanson des Worlds il y a de ça 3 ans. Donc voilà, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. On ira checker ça. Du coup, on change de média pour parler de livres, toujours en rapport avec Netflix, puisque si vous avez vu la série Anne with an E, qui est sortie sur Netflix il y a un petit moment maintenant, et vous voulez pousser un peu plus votre connaissance de l'univers, sachez qu'il s'agit à la base d'une série de 10 livres. C'est des classiques en fait, mais je crois que c'est des classiques canadiens. Les 3 premiers livres sont maintenant disponibles en français sous la forme d'un coffret édité par Monsieur Toussaint Louverture, qui a la réputation de faire de magnifiques livres reliés, avec couvertures extrêmement colorées, dessinées magnifiques. Le coffret vous coûtera quand même la modique somme de 49,50 €, mais pour les gens qui, comme moi, adorent les livres et les objets en eux-mêmes, c'est quand même un bel objet. Et puis, qu'est-ce qu'on ferait pas pour aussi connaître un peu plus l'univers des séries qu'on aime regarder, quoi. Donc voilà, j'ai vu cette info-là et je voulais vous en faire part. Et pour conclure la chronique qui me paraît déjà bien assez longue, je voulais instaurer un petit rendez-vous parce que j'ai quand même l'intention de revenir. De ces dernières semaines, j'ai lu, parce que je lis beaucoup et j'adore recommander des livres aux gens. Et donc là, dans les dernières semaines, j'ai lu La 9e maison de Lee Bardugo, qui a écrit aussi les livres Grisha, sur lesquels la série Shadow and Bone, qui est sur Netflix aussi, et qui est sortie l'année dernière. Donc la série est basée sur ces bouquins-là, et que je conseille vivement la série et les livres. Ça collait assez bien au thème du mois parce qu'on parle de fantômes et de sociétés secrètes dans la 9e maison. Donc le pitch, c'est à l'externe, elle peut voir les fantômes, elle sait pas pourquoi ni comment, tout ce qu'elle sait c'est qu'elle aurait préféré ne jamais les voir. Et grâce à ça, elle rencontre un garçon qui l'a fait rentrer dans le curieux monde des sociétés secrètes à Yale, qui est la prestigieuse université américaine. Ça va parler de rituels, de prières, d'organisation, de pouvoir. Et elle découvre assez vite qu'il se passe pas mal de choses dont la plèbe n'est pas forcément au courant. Et un jour, elle se retrouve au milieu d'une scène de crime et elle commencera à se questionner sur tout ce qu'elle pensait avoir appris. Donc j'ai beaucoup aimé l'ambiance ultra spooky du bouquin. Il y a plein de mystères et puis tout est distillé petit à petit et c'est vraiment super bien écrit. L'histoire se déroule sur 2 temporalités différentes.
et je le conseille à 100% à ceux qui adorent le côté un peu dark academia, mais il faut pas que les gens soient facilement choqués. Je vais pas vous faire une liste des trigger warnings comme on dit, mais il y a des scènes qui sont quand même assez violentes, mais vous devez pouvoir trouver ça sur internet si vraiment vous êtes choqué facilement. Je lui ai mis 5 étoiles, et la 9e maison est disponible en français aux éditions de Saxus et en anglais sous le nom de Nine South pour les gens qui aiment bien lire en anglais comme moi et qui veulent bosser dans leur langue de Shakespeare. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous préparer un jour une chronique comment bosser son anglais avec la culture, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de devenir bilingue. Ah oui, Voilà, c'est tout pour moi. Et du coup, on peut enchaîner directement avec l'interview de Manu. Ah bah. Donc c'est ce qu'on avait l'habitude de faire avec les autres invités, c'est de demander une petite anecdote un peu drôle ou intéressante, en tout cas pour ouvrir un peu. Alors, mon premier jour à l'école Veto notamment, donc moi je l'ai fait au départ parce que je montais au labo de Napat, et donc j'ai pas été faire les autopsies tout de suite. Donc premier jour assez calme, et puis deuxième jour, donc je vais plutôt parler du deuxième jour. Je descends donc en salle d'autopsie, donc me voilà directement dans un animal à autopsier. Donc c'était notamment un bovin. Il y avait un enseignant qui me dit non, faut pas faire comme ça. Donc je fais ce qu'il me dit, faut pas faire comme ça. Mais j'y connaissais rien au début. Hein. Et puis le lendemain, alors je suis un peu têtu, je refais exactement la même. On me dit bah voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc je suis rentré chez moi, j'ai regardé mon ex-femme et je lui ai dit, je pense que je vais bien rigoler à l'école Veto. donc voilà, et c'est pour ça que 18 ans après, voilà, c'est toujours la même. Faut pas faire comme ça et je continue à faire quand même. Et on me dit le lendemain, c'est bien. Ça résume, hein. Donc voilà la petite anecdote. Du coup, est-ce que tu peux tu nous dis ton premier jour, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Je sais quand on était venu te voir, tu nous avais dit que ton parcours était très rock'n'roll. Ah oui, très rock'n'roll. Ouais. Moi, j'ai un ISAP de boulanger. Voilà, de base. De base. Ah oui, donc rien à voir. Rien à voir. Alors, c'est mes études. Hein. Je suis sorti, j'avais quasiment 18 ans. Donc, j'ai fait un pré-apprentissage, puis un apprentissage. Donc, voilà. Donc, j'ai eu une année de flottement. Donc, après, voilà, je suis pour ça que je suis sorti en contrat de qualification jeune adulte. Parce que j'ai eu un an sans patron. Donc, voilà. Donc, j'ai repris 2 ans. Un demi-CAP où je me suis planté d'un point. Donc, impossible de le repasser. Et un point ou 10 points, c'est pareil, on l'a pas. Donc j'ai pas assez bossé, c'est la vie, c'est comme ça. Et une envie folle, surtout d'avoir déjà très jeune, pourquoi pas de finir prof à la Chambre des métiers. Donc pour changer un peu la donne, pour faire une bande de Manu finalement, parce qu'il y avait des gens très obtus, très fermés, donc voilà. Et donc quelques années après, donc j'ai fait plein de boulot, donc j'ai jamais manqué de boulot. Puis à 31 ans, j'en ai eu marre, j'ai voulu me fixer. Puis je voyais l'annonce à NPE. Alors je travaillais quand même en parallèle. Hein. Je voyais l'annonce à NPE, ils recherchaient quelqu'un donc pour faire. C'est pas très comment dire très. L'annonce n'était pas très comment dire enchanteur, on va dire. On parlait pas d'autopsie, on parlait pas de. Ils cherchaient quelqu'un, ils cherchaient un technicien. Pour l'école Veto. Pour l'école Veto. Ouais. Et du coup, je me suis présenté. Donc il y avait 4-5 candidats au départ, et puis à la fin on était plus que 3. Donc sur la liste, dont un qui n'a jamais, ils n'ont jamais trouvé, ou il n'a jamais donné de signe de vie, un qui avait de la famille et qui a vu le boulot et un peu il n'est jamais revenu, il est parti en vomissant. Et puis ils m'ont appelé. Alors le vendredi c'était pas bon, donc je trouvais ça génial que l'école Veto me dise bah c'est pas possible, déjà on appelle pour dire que c'est pas bon quand même, c'est cool, on n'est pas derrière notre téléphone. Et le mardi ils avaient un peu, je pense, la queue entre les jambes, donc ils m'ont appelé en disant est-ce que vous êtes disponible mercredi? Et je savais pas du tout où j'allais. Hein. Je savais pas du tout. Il n'y avait aucune description du poste. Ouais, c'est un peu le piège au final, parce que c'est venez, on a du travail à vous offrir, au final vous arrivez et vous découpez des animaux. Alors, sachant que ma vie, moi, elle était quand même avant ces petites années-là. Moi, j'ai fait plus de 5 ans d'intérim, donc ça veut dire que j'avais des gros contrats en imprimerie, notamment je faisais 17 mois et demi dans les boîtes en général, parce qu'au bout de 18 mois, ils étaient obligés de m'embaucher. Donc ils me mettaient 2 mois en vacances et ils me rappelaient pour 18 mois, 17 mois et demi. Donc à un moment donné, on en a marre, et puis j'étais père de famille déjà, et j'avais l'envie, je me disais mais je vais pas faire ça toute ma vie. C'est chouette parce que on passe les vacances de Noël, on prend du temps, on sait que 2 mois après on va nous appeler, mais quand on est papa, on a envie à un moment donné de se poser. Et moi je me voyais pas, et j'avais une petite voix qui me disait tu vas marquer quelque part, mais je ne savais pas où en fait. J'ai toujours depuis tout môme, j'ai une petite voix qui me dit comme ça. Voilà, donc je suis pas schizophrène, hein, donc voilà. Viens à l'école Veto, tu verras. Non. Et puis il y avait personne pour faire mon boulot. Il y avait surtout une sorte de comment dire, de malaise total dans cette école en fait.
Dans toutes les écoles véto, je pense que c'est comme ça. Des services qui pourraient faire de grandes choses, mais qui préfèrent se déchirer, parce qu'ils sont tous un peu carriéristes. Hein. L'enseignement, c'est pas une langue de bois. Hein. C'est un enseignant-chercheur et un petit peu carriériste, je pense. Hein. Et il y avait cette espèce d'énergie que je sentais, là, plutôt que la mettre en commun, ils se déchiraient, en fait, quoi, pour des broutilles. C'est comme ça que j'ai ressenti en arrivant. Alors, c'est peut-être moi qui étais un peu à l'extérieur. Et puis j'ai eu... Ce qui me choquait, c'est que notamment en anatomie, il n'y avait pas de squelette monté, en fait. Il y avait eu des squelettes de montée, mais tout le monde avait pris un bout d'œuf et se séparait, en fait. Et il n'y avait pas de squelette entier, en fait. Les gens avaient des membres d'œufs, des bouts... Il n'y avait pas encore tous les squelettes du G4 Non, qu'on connaît. non, il n'y avait pas... Non, il n'y avait rien du tout dans cette salle-là. Et puis alors là où c'est assez drôle, c'est que moi j'ai eu l'envie, en fait. J'allais voir les étudiants, je dis qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui vous fera avancer ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Et un étudiant ou deux m'a dit ça serait bien déjà qu'on ait des squelettes entiers parce que c'est un peu galère, les membres antérieurs et postérieurs à constituer. Et donc je suis parti comme ça. Donc il y avait aussi Claude Guintard, donc, que tout le monde connaît, me disait voilà ce qui nous manque dans nos collections. Il était déjà là quand t'es arrivé ? Oui. Ouais, okay. Claude alors il y avait Claude Guintard et Betty. Et Claire Douard, que j'ai vu il y a même pas 2 jours en fait. C'est vrai ? Ouais, Claire qui m'a beaucoup appris aussi parce que c'est quelqu'un, Claire Douard, moi j'ai beaucoup d'admiration pour elle, j'ai beaucoup de respect pour tous en fait. Moi je suis parti de rien en fait. Donc je suis pas arrivé comme ça avec mon couteau magique. Oui, parce qu'en fait comme t'avais pas la formation en fait. Non, je suis autodidacte. C'est ça. Je suis complètement autodidacte. Fou, Et une envie de se lever le matin, d'apporter quelque chose. Et je parlais de mon passé par rapport à l'envie de devenir un prof à la Chambre des métiers, un prof de pratique. Donc j'avais eu un exemple dans ma vie qui m'avait donné envie de faire ça à la Chambre des métiers. Et j'avais envie de ressembler à ça. Et quelque part, je crois que c'est ces modèles-là qui m'ont inspiré toutes ces années-là. Et c'est tellement chouette de voir des étudiants qui ont des études, qui moi, à pas une bardée de diplôme, venir me demander qu'est-ce que c'est pour toi. Et c'est l'expérience du terrain qui m'a appris. Et moi, on peut pas me mettre dans... Moi, je pense que je peux pas finir ma carrière dans un labo ou dans... Moi, je suis un gars de terrain, en fait. De toute façon, pour faire ça, le travail que tu fais, c'est évident. Même la napatte, je mettais pas de mots à ce que je faisais au départ. Mais du fait que je faisais l'anatomie et la napatte en même temps, j'ai pu mettre des mots à ce que je faisais. Et le cours que je fais, tu pourras me le dire, tu pourras le dire aux autres, je veux dire. Eh bien, le cours que je fais, c'était moi qui l'ai créé avec mes propres mots. Ouais. En fait, je suis parti, je me suis posé, je me posais le soir, j'ai dit comment je pourrais leur expliquer en parlant pas forcément le langage veto, parce que moi je suis pas veto, en gardant surtout ma place. C'est ça le plus difficile, c'est de garder la tête froide en fait, et pas prendre un rôle qui n'est pas le sien. C'est pour ça que les enseignants ont tendance à l'oublier ça. Ouais. Moi je suis adjoint technique spécialiste. Alors justement, est-ce que tu peux nous préciser vraiment quelles sont tes tâches au quotidien Alors en gros donc j'encadre des étudiants donc, de 4e année, donc en pratique autopsie, donc tu en fais partie actuellement. Et j'encadre aussi, alors moi il y a moins en moins de thésards autour de moi, et la partie donc anatomie, en fait, je suis préparateur en ostéo en fait. Je prépare des squelettes soit en vrac, soit je remonte des squelettes en entier. Voilà, c'est ça la partie. Et après, forcément, il y a une partie nettoyage derrière vous, puisqu'il faut bien quelqu'un qui nettoie aussi le bâtiment. Ouais. J'ai une petite... j'aide maintenant un peu plus. Alors, au début, j'étais tout seul à faire tout ce qui était équarrissage aussi. Tout ce qui est sorti d'équarrissage, qu'il faut voir le nombre de choses qu'on sort de l'école véto. J'étais tout seul à gérer, il n'y avait personne qui voulait gérer ça. C'était quoi le truc ? C'était sortir des carcasses, les bacs qui font plus de 600 kg, tout seul. Et puis après, il y a d'autres gens qui se sont greffés avec moi. Et au jour d'aujourd'hui, ça, c'est une tâche qui est secondée, en fait. Okay. Je ne sors plus que les bacs ou j'aide à sortir les carcasses. Mais surtout, mon gros boulot, c'est d'encadrer les étudiants de 4e année en anapath. Donc l'après-midi, c'est ça Ouais, l'après-midi. Et voilà. Si je peux me permettre, heureusement qu'il est là. Hein. Parce que le premier jour, on arrive, on est 14, on a un cochon d'Inde pour 14. Et qu'on n'a fait aucune autopsie de notre vie. Et heureusement qu'il était là. Bon, alors, il nous a sorti l'estomac un petit peu déchiré. Mais bon, c'est pas sa faute. Il est totalisé. Mais en même temps, là, bon, voilà. Mais c'est vrai que heureusement qu'il est là. Et puis même sur les autopsies qu'on suit pendant la semaine, il y a toujours une aide à côté de nous pour nous aider à faire ce qu'il faut, quoi. Parce que, c'est pas notre métier, on sait pas, enfin ça va l'être, mais on sait pas comment faire au début et tout, et puis il nous aide à savoir quels organes sont quoi, pourquoi est-ce qu'ils ressemblent à ça, etc. Il y a quand même...
Il y a un prof aussi pour les autopses. Alors, pendant les autopses, on est au tout début, donc pendant la première heure et demie, on est vraiment uniquement avec Manu et un AH d'Anapat. Et puis après, il y a le prof qui arrive pour faire le débrief, mais vraiment, les personnes qui nous aident à faire les autopsies, c'est uniquement Manu et AH. Mais du coup, finalement, ça se rapproche un peu de ce que tu voulais faire à la base. C'est pas de l'enseignement, mais c'est ça. beaucoup. Alors, je me dis qu'il me reste 14 ans dans l'école veto. Bah, après mes 14 ans, il ne faut pas anticiper. Hein. Je sais pas si ça vaudra le coup. Même là, hein, actuellement, ce qu'on me demande, on regarde, c'est ce qu'on m'a dit, on regarde la direction. J'ai un article qui a été où je suis déjà présent dans un magazine de veto. Tu voulais en parler, tu nous dis. Voilà, je suis dedans. Et ben, au regard de l'école veto, on m'a dit bah c'est bien, Monsieur Comte, mais ça n'a aucune valeur à l'extérieur. Alors, je suis pas quelqu'un d'aigri, à la limite, je m'en fous. Je suis pas carriériste. Qu'on me reconnaisse pas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est justement ce genre, voilà, je suis habité ici, ce serait ce qu'ici. Oui, mais c'est même pas une question d'être carriériste, c'est juste la reconnaissance du travail. J'en aurais jamais à l'école vétérinaire, mais par contre, ce qui est cool, c'est que vous m'avez invité, donc je serai sur un podcast, peut-être vitam aeternam, que mes enfants, mes petits-enfants, mes enfants déjà savent qui je suis, mes petits-enfants, il y a une plaque qui est posée sur mes squelettes, Manuel Comte Production, que tout le monde connaît internationalement, c'est moi, Manuel Comte Production. Et c'est surtout, ce qui est chouette, c'est que je vais laisser une empreinte derrière moi. Et puis très sincèrement, peut-être que... étudiants aussi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça ce que j'allais dire, c'est que peut-être que l'administration, il n'y aura pas de reconnaissance, mais nous on est au courant de qui monte les squelettes, on est au courant de qui nous aide en autopsie, et puis on est reconnaissant, il y a de la reconnaissance. Hein. Et c'est très chouette, c'est quand on vient me voir en me disant bah, Manu, est-ce que tu peux venir à un podcast, bah, je dis oui, je suis présent, parce que ça me fait tellement plaisir en fait d'être un peu... C'est pas une star de l'école, mais on sait qui je suis en fait. Même si je suis pas facilement joignable. On sait, en même temps, on sait pas forcément, c'est tout l'intérêt aussi, c'est pour ça qu'on est bien invité, parce qu'on sait que t'es là. Nous, on t'a vu en première année, on a eu la chance en première année de faire dissection. Mais bon, t'as pas vu, on t'a vu un peu, on s'est dit, bah c'est hyper intéressant, c'est aussi le but du podcast, quoi. C'est de mettre en valeur les gens qui font l'école, enfin qui participent à la vie de l'école, mais qu'on connaît pas non plus, comme tu dirais, enfin voilà. Et alors, je voudrais rajouter un petit truc aussi. Il y a une personne qui a été très très utile aussi, très utile, où j'ai commencé en même temps, c'est Aurélia Borvon, donc, qui est archéozoologue, donc qui est rattachée alors vous la verrez peut-être dans des cours, donc c'est quelqu'un qui, quand je suis arrivé, donc elle a fait une thèse de 8 ans pour être archéozoologue au sein de l'anatomie comparée, rattaché donc avec Claude Guintard, et quand je suis arrivé en fait, moi j'avais aucune idée comment, parce qu'il y avait beaucoup de rangements à faire au niveau anatomie au début, tout était mélangé et j'avais aucune idée de comment faire pour ranger à droite à gauche. Je prenais un autre, je regardais, je savais pas ce que c'était, un truc qui ressemblait, est arrivé en 5 minutes puisque travaillant elle-même sur des puits de fouilles, étant donc une archéozoologue, c'est Indiana Jones, version féminine, elle m'a dit bah tu fais comme ça, tu prends un tas comme ça, des trucs qui se ressemblent, et elle m'a fait gagner énormément de temps. Et du coup, comme tu en as parlé pour tout ce qui est reconstitution d'ossements, donc on rappelle au début tu savais pas du tout quel c'était lequel, je suppose. Ouais. Comment ça s'est venu cette idée parce que du coup tu voulais servir, t'as dit pour les étudiants les reconstitutions d'ossements ce serait cool. Est-ce que maintenant c'est un truc qui toi quand tu vois des ossements t'as envie de les... Enfin, est-ce que ça te fait plaisir de le faire ou tu le fais juste pour les élèves? Ah non, moi je vais... Alors c'est un petit peu... alors l'esquisse ça a été les étudiants aussi. Et je m'en suis servi aussi en disant que quelque part, je pense que j'avais envie, comme on l'a dit tout à l'heure, j'avais envie de marquer quelque part. Donc je l'ai pas fait que pour moi. Faut savoir que les squelettes, je n'avais pas de place aussi en anatomie quand je les ai montés. Donc je les ai fait dans mon garage. Je ramenais des os dans mon garage, et il y en a qui montent des maquettes, moi je monte des squelettes. Donc tu vois, c'est un peu ça. Et moi je vous dis, la plus belle reconnaissance, c'est en fait vous savez qui je suis en fait. Vous finissez par mettre une tête beau comme un dieu, je le reconnais moi-même le matin, c'est beau de s'aimer, mais mais voilà, mais surtout vous savez qui je suis, et ça c'est le plus important pour moi. Et si je peux vous aider à quoi que ce soit, je le fais généralement. Je prête mon diable, j'ai un diable à roulette pour les déménagements. Je suis comme ça. Je suis comme ça, je regarde jamais mon temps pour vous, vous êtes ma raison de me lever le matin en fait. S'il y avait que des enseignants, je ne travaillerais pas à l'école veto. Je suis là pour vous, étudiants, et je travaille dans l'enseignement pour l'étudiant et non pas pour l'enseignant. L'animal, on se demandait quand on a préparé, l'animal le plus stylé, je sais pas, mais en tout cas celui qui a le plus marqué, qu'il y en a un auquel tu penses tout de suite peut-être. Ah bah oui, c'est le guépard.
Quand j'ai monté le guépard, alors attention, on a l'impression que je l'ai monté en 1900. J'avais pas d'internet. Il venait d'où alors du coup Alors c'était, je crois, alors ce guépard-là il est particulier parce qu'on nous a appelé un après-midi. C'est une relation qui a appelé en disant on a un guépard sur le fil. Donc ils ont appelé l'anatomie. Ce guépard il devait venir de planète sauvage. Je sais plus vraiment d'où il venait en fait. Il venait d'un zoo. Il venait de mourir ce guépard-là. Donc on appelle en parallèle la NAPAT en disant il faut faire une autopsie mais on peut pas faire ce qu'on veut. Donc il faut pas casser les os. Donc on a fait une autopsie un peu particulière. En anatomie en plus on l'a fait. Donc voilà. Et donc c'est moi qui me suis collé. Donc c'était sans rien casser. C'est particulier. Chercher les organes sans rien casser. Ça déjà c'était une prouesse. Donc j'ai récupéré le squelette en entier. Et ça a été très compliqué parce que j'avais dans la tête en fait que des reportages. Comment peut courir un guépard. Alors il a servi d'abord à 2 thèses. Antérieure, postérieure du guépard. Donc ça a été quelque chose ça aussi. Particulier parce que c'est un animal qui, pour moi, technicien, qui est hors norme. Même dans les bouquins en Allemagne, ils savent pas où le mettre. On va le mettre chez les félidés, mais c'est pas un félin. Parce que le félin, normalement, il y a une base. C'est les griffes rétractiles. Je dis pas de bêtises. Pour faire un petit détail. Il a des caudales. C'est infinissable quoi. Au niveau de la queue, c'est incroyable. Ça, il s'en sert dans le gouvernail. Quand vous regardez un peu les reportages, on voit qu'il tape de chaque côté, à droite, à gauche, chaque queue, quand il court, quand il est en pleine vitesse. Ça lui sert de gouvernail quand même pour choper sa proie. Au niveau de la texture de la colonne vertébrale, on a l'impression de monter un chien, un gros chien, et ça termine par un chat, un bout de chat, mais sans y être vraiment. C'est particulier, hein. C'est pour ça qu'il est inclassifiable. Moi j'avais vu un magazine sur Arte là, et il y avait deux vétos qui se refusaient à le mettre chez les félidés. Maintenant il faut bien lui trouver une famille, mais oui. Il est particulier. En plus il faut qu'il chope sa proie assez vite parce qu'il n'a pas une. Alors se faire mordre par un guépard j'aimerais pas trop, mais il a une mandibule qui est au niveau dites-moi donc même au niveau mâchoire, c'est une mâchoire. Une force qui est une pression qui est rien c'est minime par rapport au tigre ou au lion par exemple. Je crois que c'est le tigre le recordman au niveau pression chez les félidés. Okay, ouais. Et là lui il est hors norme. Et donc va monter un animal anatomiquement parlant, tu peux pas te calquer sur un chat parce que ça ressemble pas. Il a quand même les postérieurs dans sa course qui passent devant ses antérieurs pour les voyeurs ralentis le truc. Le chat c'est pas le cas quand il court. Donc j'ai essayé de faire un truc qui ressemble à quelque chose, mais sans avoir vraiment de planche anatomique. Quoi. Donc je l'ai monté entre un mix, un chat et un chien. La posture, pareil, c'est particulier. Donc ça, c'est un souvenir où j'ai redémonté jusqu'à 3h du matin, j'y étais encore. Je montais une patte, j'ai dit non, il y a quelque chose qui va pas. Jusqu'à Canus, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui me gênait en fait. Et donc remonter, démonter, et j'y étais 21h, 3h du matin sur une patte. Et on peut le retrouver où du coup, au G4 Il est au G4, il est au fond. Okay. Et il y a aussi un petit truc qui m'a un peu posé problème entre l'atlas et l'axis. Là-dedans, bien souvent, les dents des animaux, l'axis, il vient quand même manger un petit peu sur l'atlas, un tout petit peu. Là, il est à 1 km en fait. Il manque un bout, on dirait que c'est pas le bon axis. Il y a des petits détails comme ça. Et c'est vraiment, mais c'est un animal formidable, le guépard. C'est un truc de fou. Là, voilà l'anecdote qui m'a et qui rend fou. Hein. C'est un truc qui rend fou. J'ai mis plus de temps. Hein. J'ai mis plus d'1 an et demi à le monter. Ouais. Ça se passe comment quand c'est comme ça pour récupérer les squelettes. Enfin, pourquoi c'était l'école. Alors c'est toujours des dons. C'est toujours des dons. Ça veut dire que hyper à l'équarrissage, il y a un coup de fil qui est fait. Alors moins en moins avec les os malheureusement parce que ça devient plus compliqué. Il y a des documents. Il faut que le document soit accompagné, comme quoi il y a un don qui est fait à l'école veto. Et parce que tu imagines bien qu'on ne peut pas donner des animaux comme ça. Voilà. Ça. Ouais. Alors il y a tous les documents sont en anatomie, sont transmis en anatomie avec un document officiel disant que cet animal-là est confié à l'école vétérinaire au service d'anatomie. Donc voilà. Pour les cas c'est pareil. Il y a toujours
il y a toujours un don fait par quelque chose. D'accord, ok, je savais pas. Voilà. Et tu sais s'il y a moyen d'avoir, enfin, je pense même à des clubs comme Yabumba et autres, ça les intéresserait énormément de pouvoir assister à des autopsies d'animaux de Ah, ils le font déjà, ça, c'est faisaient. déjà fait. Oui, ils le faisaient, Yabumba. Yabumba, c'était avec le service d'anatomie. On pourrait parler un peu de l'évolution de l'école, je trouve ça intéressant, vu que tu dis que, enfin même tu l'as un peu évoqué toi-même, t'es là depuis un bout de temps. 18 ans, 18 ans, ouais. Et même ton point de vue par rapport à ça, comme tu dis, de plus en plus on essaye d'enlever l'utilisation des animaux au maximum. Il y avait un projet aussi même par rapport aux juments, etc. de les enlever, on va de plus en plus vers le virtuel. Oui. Qu'est-ce que, toi, ton point de vue, est-ce que tu as constaté cette évolution? Moi je suis pour justement le côté l'animal qui vient à l'école veto, si le propriétaire est d'accord, puisqu'on demande sur une feuille, je ne sais pas comment vous savez comment ça marche, quand il y a un animal qui est donc décédé, donc je vais le chercher aux urgences, et il y a un document qui est marqué, si on demande, si on a l'autorisation du propriétaire, comme quoi ça rentre dans un cadre pédagogique. Alors bien souvent, les animaux qui viennent ici sont vraiment en souffrance, il n'y a pas forcément d'animaux comment dire, de première fraîcheur, on va dire, avec voilà. Donc il faut savoir que dès lors qu'il y a une autorisation du propriétaire, moi je pense que cet animal-là peut être partagé pour plusieurs choses en fait, s'il y a autorisation. Oui, bien sûr. Et s'il est présentable. Notamment, nous on peut récupérer le service d'anatomie, le squelette. Après, pour les dissections, c'est vrai que quand on arrive, moi je me mets à la place d'un première année, disséquer sur des animaux qui ont été vivants, on les a vus, qui ont été, comment dire, euthanasiés, qui ont été, voilà, étudiés. Parce que les chiens, si je dis pas de bêtises, ils ont pas de. Quand on est en V2, du coup, ils ont pas de. Non, ils ont pas de problème. problème, ils sont. Alors, c'est ça le problème. La question se pose. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut préparer comment dire, tout au virtuel, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez vendre à l'extérieur dans votre future carrière? Même si, bien évidemment, on sait comment ça se passe à l'extérieur, vous n'avez pas forcément disséqué des animaux à l'extérieur. Je vous le souhaite, parce que moi, je ne vais pas confier mon animal à un veto qui me dissèque. S'il vient pour juste pour un vaccin, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà, je veux dire, dans un cadre pédagogique, là, je pars dans un cadre pédagogique, la question, comme tu dis, se pose. Problème éthique, comment faire? C'est le grand point d'interrogation. Oui, et ça mériterait des grandes... Et ça, il faudrait poser la question vraiment aux profs d'anat s'ils peuvent venir. Eux, quel est leur regard? Moi, mon regard, il est loin, en fait. Il est loin, il est aussi à me dire, moi, je suis en première année, je vois des animaux qui étaient vivants, qui sont en bonne santé, qui sont censés être en bonne santé. On participe à l'euthanasie, on euthanasie ces animaux. Intérieurement, comment toi qui a je sais pas quel âge vous commencez, 17, 18 ans, 19 ans, première année, vous avez quel âge? Pour l'instant, 21, 22 20, ouais. Je me mets à votre place, j'arrive, je suis tout jeune, et puis on me dit, bah voilà, tu vois l'animal qui est là, on va l'euthanasier, on va le disséquer. Après, c'est un regard anatomique, on peut pas non plus donner des choses, des morceaux d'animaux qui sont pas tellement frais. Comment veux-tu voir c'est ça le problème. Il faut trouver le juste milieu. Il faut pas aller à l'extrême. Je pense qu'il y a du matériel qui est déjà décédé et je pense qu'on peut, si ce matériel-là il n'est pas autopsié, on peut peut-être... Nous, l'année dernière, on a eu la chance d'avoir un chien qui avait été il était décédé à l'école et le propriétaire avait autorisé, c'était notre semaine de dissection. Donc, il était frais. Et on l'a eu avec nous. Il était frais. C'est ça. Donc là, c'est pas la même, comment dire... là, c'est pas le même regard. Ah non, là c'est complètement différent. Oui, je parlais vraiment sur les bigles essentiellement. Ouais, on avait aussi les bigles à côté. Voilà. Et parce qu'en réalité, après, la vache, oui. le cheval, les chèvres et tout ça, normalement, sont des animaux qui sont malades. Et voilà. Surtout les bigles en fait. C'est surtout les bigles, ouais. Puis après, c'est à quel point, pour le moment en tout cas, à quel point on arrive à faire quelque chose de virtuel qui ressemble à la réalité. On avait l'exemple avec la fouille, où je sais qu'à Virtual Bec, il y a un atelier de fouille de la vache, je crois, ils ont que vache, je sais pas si on a jument aussi. Et ça n'a rien à voir. Bah voilà, voilà. Et... C'est à vous, étudiants, aussi de faire remonter ça en disant qu'est-ce que vous voulez, vous, en fait, vraiment. Il faut que tout le monde se concerte, notamment les premières années, il faut les prévenir aussi, parce qu'on vous parachute et puis surprise. Vous savez pas à l'avance ce qui va vous attendre. Après, c'est extrêmement intéressant. Enfin, passer le fait de ce moment-là, c'est génial de pouvoir avoir accès à ça, je trouve, pour comprendre la compréhension des choses, quoi. Mais c'est vrai que... Où est la limite? La manière de faire est peut-être à voir, quoi.
Je sais que l'année dernière, il y en a qui avaient été choqués. Il y a un veau qui avait attendu toute la journée Bah, son tour ce qu'il quoi, faut, dans la salle. Ouais, ce qu'il faut, c'est des explications. manière en fait. de faire, On en en avait fait. déjà parlé en première année. Ce qu'il faut, c'est nous expliquer d'où viennent les animaux, pourquoi, comment. Enfin voilà. Déjà, la première chose, ça serait ça. Et puis après, aussi nous faire peut-être un cours sur l'euthanasie. Parce que, Il y en a un maintenant. Voilà, ça on en avait parlé et heureusement qu'ils l'ont mis en place parce que moi, la première année où je l'ai fait, il n'y avait aucun cours sur l'euthanasie. On est arrivé, on nous a dit voilà les cochons, débrouillez-vous. Ouais. Et c'est vrai que moi j'avais eu cette impression que pendant les cours on voit une vraie évolution, on parle du maître animal et on arrive pendant cette semaine et on a l'impression d'arriver dans une époque lointaine. Au Moyen-Âge. Je sais pas si c'est une évolution par rapport à ça. Alors, Parce que, parce que l'anatomie, c'est vraiment, c'est un casse-tête. Chaque année, il y a des réunions, ils se réunissent vraiment entre eux. C'est un casse-tête parce qu'ils essayent vraiment de faire le mieux pour l'étudiant. Et vraiment, ils savent pas sur quel pied danser vraiment. Une autre question qui me vient, mais t'as jamais été traumatisé ou il y a jamais quelque chose qui t'a vraiment choqué ou un soir où t'as pas réussi à dormir? Parce que c'est quand même, t'as dû en voir des choses quoi, et sentir des odeurs aussi. Ouais, alors tu vas voir, le premier jour d'autopsie, je me suis réveillé pendant 3 fois dans la nuit, j'avais l'impression de puer. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche. Dans la nuit, c'est pas vrai, je pue. J'ai repris une deuxième douche, j'ai pris au moins 3 douches quoi. Parce que sans mentir, parce que tu les as dans le nez les odeurs. Ah oui. Et les gants qu'on a beau avoir des gants en latex, des machins. Notamment, je dis aux étudiants, on va faire un choix cet après-midi. Vous allez voir, pendant 3 jours, vous aurez l'odeur dans le nez. Là, tiens, la pire odeur que j'ai sentie, la pire odeur au monde, c'est la girafe. Elle arrive, la girafe, et pue. Tu commences à disséquer, elle pue encore plus. C'est la pire odeur que j'ai de souvenir. Tu l'as dans le nez tout le temps, la girafe. Ça pue. Ouais. Oh, c'est une horreur. Mais jamais rien Rien de choquant. Non, parce qu'en fait, moi, j'ai une particularité, c'est que je me prépare psychologiquement. Je ne connaissais pas l'école veto, j'ai pensé à un film d'horreur, un truc dégueulasse, le pire à faire vomir, je sais pas, un truc dégueulasse, un truc vraiment qui me répugne. Quand je suis arrivé la première fois à faire une autopsie, j'ai bien dormi la nuit. Par contre, tu vas voir où c'est glauque, et quand j'ai fait notamment du chat, j'avais un chat à la maison. En fait, quand je caressais mon chat, j'avais l'image, donc comme quoi le cerveau il imprime, sur le bout des doigts, parce que c'est un peu, moi, mes doigts en fait, je peux faire une autopsie les yeux fermés en rigolant. Parce que c'est comme les chirurgiens, sans me vanter. En fait, mes doigts sont des capteurs et je ferme les yeux, je visualise en fait. Ouais, mais du coup, derrière. Et ben, quand tu caresses ton chat, tu sais où est la tête, tu sais la colonne vertébrale, tu vois des squelettes sur pattes à travers l'animal. C'est horrible, hein. Bon, ça m'est passé ce truc-là. Oui. Et à un moment donné, j'ai une très très bonne mémoire en plus. Mais non, pour le reste, non, j'ai jamais été. Ce qui me fait avancer, c'est ce que je disais, c'est je vis avec la mort, mais avec la mort, je ramène la vie autour de moi. C'est ça le truc. C'est beau. Ce sera le nom de l'épisode. Ouais, non, j'ai des super 4e année, là, ou 5e année, là, les gens que j'ai formés, je leur dis, là où je vais être dur avec vous, où je vais être je suis méchant 5 minutes, hein, parce que je suis pas du tout crédible. Et là, actuellement, j'ai un des meilleurs groupes que j'ai dans ma promo. C'est le meilleur groupe que j'ai, et je dis pas ça à tous les groupes. Hein. C'est quel groupe, s'ils veulent se reconnaître? C'est nous, c'est groupe 19 de Canine et je sais pas. J'adore l'école veto. J'adore parce que, parti de rien, en n'ayant pas une barre de diplôme, je suis arrivé à ça. Et c'est génial, je vous dis, j'ai des squelettes qui sont dans les musées, j'ai des bouts de squelettes qui sont dans le musée d'histoire naturelle à Nantes. J'ai une tête qui est au musée de Paris, au musée de l'homme à Paris. J'ai laissé, je suis dans des thèses en fait. On m'a dit, t'es même dans une thèse je sais pas, on voit une plaque, c'est marqué Manuel Comte Production. Quelqu'un a mis dans. Et j'ai des remerciements de gens. On a emmené notamment, j'ai un souvenir qui me vient d'une veto qui a été jusqu'au Collège européen aux États-Unis. Avec pour une thèse de tortue, pour des coupes de tortue. Donc c'est la plus loin qu'on a emmené en fait de souvenirs en fait. Elle est venue me voir, elle s'appelle Noémie Suma. Elle a fait une thèse sur les tortues. Elle est venue me voir une première fois en disant je propose cet article-là pour Saint-Hyacinthe, est-ce que ça te dérange pas? Elle est venue me voir parce que j'ai dit mais j'ai fait des coupes pour toi de tortues. Et elle vient me voir en disant non mais je te demande quand même, ça me gêne, parce que tu es dans la thèse. Je dis mais Noémie, tu me l'aurais pas dit, j'aurais jamais su. Et elle est venue voir aussi, elle est venue voir tous les services, l'imagerie, elle a fait tout le tour en disant, et elle est rentrée à Saint-Hyacinthe.
donc au Québec. Ouais. Et après, son article a été dans un magazine de veto plus haut, et elle a été proposée pour entrer au collège européen, je crois. Quand on voit toute cette énergie dépensée, et qu'on voit ce que vous devenez, et vous devenez docteur vétérinaire, et qu'on nous entend dire que c'est juste traditionnel, ben, ça fait un peu de mal. Hein. Donc voilà. Oui, non, Voilà. c'est sûr. Sans faire de la langue de bois, hein. C'est pas langue de bois, c'est pour remettre un peu le contexte. Vous la méritez largement, votre thèse. Largement. Et vous de devenir docteur vétérinaire. Et ce moment, c'est émouvant en fait. Ouais, moi j'avais ma petite larme, ah ouais, j'avoue, hein, je l'ai pris dans mes bras. Ah ouais, parce que ça fait plaisir en fait, toute cette énergie-là qu'on a dépensée pour ce résultat-là. Et quand on peut accompagner les gens, c'est encore mieux. Sans regarder les. Voilà. J'ai une petite dernière question, pour toujours rester dans le truc un peu trash, mais t'as déjà dit, parce que j'adore ça. T'as déjà disséqué un humain ou pas? Ah non. Jamais en humain. Non, alors j'aurais voulu participer moi à une. Alors, pour mon évolution de carrière, alors c'était pour moi. Je pense que psychologiquement, intérieurement, il faut déjà être préparé dans la tête. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais pour avoir discuté avec des gens qui viennent donc de la fac, notamment du CHU, parce on a des masters en CHU qui sont venus nous voir travailler avec l'anatomie. Leur ressenti, moi j'aurais posé, ils devaient disséquer une main d'humain. Au bout de 5 minutes, au départ ça fait bizarre d'avoir une troisième main avec nous, c'est un peu ça, et après on s'habitue. Après on passe. Alors disséquer de l'humain, je suis pas sûr que ça m'aurait botté, mais je pense qu'à l'heure actuelle, avec tout ce que j'ai vu, ça me ferait ni chaud ni froid, mais pareil, tu te prépares quoi. Tu te prépares psychologiquement. Si on me dit va disséquer un petit bébé, là je suis pas sûr de pouvoir le faire. Non, moi en tant que père de famille, j'aurais beaucoup de mal. Ouais, c'est vrai. Ouais, je ne pourrais pas, c'est un peu glauque, et puis moi, si ça m'apporte quelque chose, la personne est morte, et puis que quelque part, parce que c'est pareil, moi j'ai un recul sur ça aussi. Quand je fais une autopsie, qu'on me demande de faire des choses sur l'animal, je m'excuse auprès de l'animal. Je suis désolé de ce que je vais te faire, mon vieux. C'est mes mots que je dis tout le temps. Les gens je le dis, hein, j'ai dit excusez-moi, ça va être un peu glauque ce que je vais faire. Je suis désolé mon vieux de ce que je vais te faire. Je m'excuse auprès de lui. Okay. Tu vois, tout le temps être humble par rapport à, sachant qu'il y a de la vie derrière vous. Donc c'est la phrase, c'est voilà, je travaille avec la mort, mais je ramène la vie. Ça c'est chouette. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Non mais c'est clair. Et du coup, pour terminer cette petite partie interview, d'habitude, on a l'habitude de demander une musique que tu écoutes en ce moment, qu'on va mettre en fin d'épisode pour la conclusion. Une musique qui me va très très bien. Je suis fan de Billy Joel, c'est Say Goodbye My Hollywood. Okay. Ouais. Et du coup, on peut enchaîner donc avec Marie qui va nous faire sa chronique Sortir à Nantes. Bah ouais. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter une chronique intitulée Que faire à Nantes cet hiver. Donc en fait, c'est dans la continuité de l'épisode de rentrée où je vous avais déjà parlé des choses à faire à Nantes. Sauf que là, on va vraiment se fixer sur novembre et décembre. Donc tout d'abord, l'agenda du mois de novembre. On démarre une nouvelle fois par un musée. Cette fois-ci, le musée d'art de Nantes, parce qu'il vous ouvre ses portes tous les jeudis soirs, gratuitement, jusqu'en décembre, fin décembre même exactement, de 19h à 21h. Donc pour rentrer, il faut juste présenter le pass sanitaire. Et si celui-ci est valide, vous rentrez bien sûr. Et ça vous permet aussi surtout de visiter le musée sans le masque. Donc c'est quand même assez agréable. Donc le musée il est situé proche du jardin des plantes et du château des Ducs de Bretagne. Et pour vous y rendre, le C6 en descendant à la rive Foch-Cathédrale. Super. Le 14 novembre, donc jour de sortie de cet épisode, vous pourrez aller au salon Art to Play. Il sera installé au niveau du parc de la Beaujoire. Et en fait c'est un salon sur lequel vous pourrez découvrir tout ce qui est l'univers manga pour le prix de 16€. Oh j'y vais. Moi j'y vais. Alors là, c'est d'actualité. Il démarre le 13 novembre. Très bien. 13 et 14. On y va, je vais y aller, bien sûr. Dans une toute autre catégorie, vous avez du 15 novembre au 17 novembre un job dating. Je me suis dit que ça pouvait être utile si certains étudiants cherchaient un petit job. Donc pour participer, il faut s'inscrire en ligne via le site C-Cube. On vous mettra un lien dans la description. Et c'est un job dating qui est en ligne. Donc pas besoin de se déplacer, c'est facile à faire. Super. Pour ceux qui sont intéressés par les performances artistiques, il y a le 16 novembre un spectacle intitulé Du feu dans la chambre. C'est le numéro 4. Donc c'est une représentation de danse qui dure 8 heures. Oh la vache. S'accrocher.
elle va avoir lieu au théâtre universitaire, mais on n'est pas obligé d'assister aux 8h. En fait. Ouais. C'est gratuit et à entrée libre durant toute la journée en fait. Et c'est les mêmes danseurs? Ouais, à Tout le première temps. vue, oui. Il y a juste des petits changements, mais c'est ça. D'accord, 8h. D'accord, ok. Ça va. Il danse en dormant? Comment ça se passe? Mais ils changent un petit peu à Ah, première vue. Il mais est jeune en c'est dansant. ça, ils font des petites pauses, mais ils reviennent quoi. C'est C'est la un truc même. de fou ça, c'est génial. Quand Ah, j'ai ça vu c'est génial. j'étais- Truc Et de ils font fou. ça régulièrement, là il y a le 16 et il y en a eu un il y a pas longtemps aussi je crois. D'accord. Peut-être ce week-end, enfin là le week-end où on enregistre. Ensuite on part un petit peu plus sur Noël parce que dès le 19 novembre et jusqu'au 24 décembre il y a le marché de Noël qui s'installe à Nantes. Très bien. Donc il sera situé place Royale, il sera ouvert de 10h30 à 20h30 du lundi au mercredi, super. jusque 21h le jeudi, vendredi et samedi, et un petit peu moins le dimanche de 11h à 20h. Ok. Et pour ceux que ça intéresse, il y a le Père Noël dès le 1er décembre et tous les jours. Et alors pour ceux que ça intéresse, je veux pas revenir sur moi, mais il y a un moment donné, moi le Père Noël c'est pas que je l'aime pas, mais on m'oublie ma fête parce que le 25 décembre c'est la Saint-Manuel. Ah. Et ça, pensez-y, je le dis au micro, pensez-y, dites voilà, c'est plus le Père Noël, il est passé, c'est le Père Manuel. Donc voilà. Donc pour vraiment partir sur le mois de décembre, on démarre un petit peu par les sorties cinéma de la semaine. Donc je connais pas grand chose mais voilà. La semaine du 1er décembre, il y a la fièvre de Petrov. Clairement, je vous conseille d'aller voir la bande-annonce parce que si je vous raconte, vous allez trouver ça nul. Rien à voir. C'est un gars qui a la fièvre et puis après il va être perdu entre le passé et le présent et à cause de l'alcool aussi, enfin voilà. D'accord, très Regardez bien. la bande-annonce, c'est mieux. La semaine d'après, il y a les Tuches 4 qui sortent. Magnifique. Ah, C'est ça. Machicoré. On présente plus. Et on finit cette petite liste par la sortie de Spider-Man No Way Home. Bravo. Voilà. On a hâte. Vive le multiverse. Ensuite, toujours sur le thème de Noël, vous allez pouvoir vivre le Noël des Nefs. Donc les Nefs, c'est des choses que vous allez trouver sur l'île de Nantes, au niveau de l'île des Machines exactement. Donc en fait, ils installent l'ambiance de Noël avec la mise en lumière des galeries à la tombée de la nuit, mais aussi avec des ventes de guimauve, chocolat chaud ou encore vin chaud. Donc ça peut Très être bien. cool à Ah, c'est faire. trop bien ça, les nefs c'est trop cool. Ils sont venus me voir déjà aussi, les machines de Lille déjà. On a travaillé un petit peu avec eux pour une... Ouais. Ouais. Ils avaient pris une pâte, je m'excuse, je te Il n'y a coupe, pas de hein. souci. Donc ils avaient pris une pâte, une antérieure, une postérieure de mon premier cheval. Ils avaient fait un moule dessus pour un spectacle. Ils ont fait, comment dire, un moule enfin des moules en résine. Enfin ils sont venus, ils m'ont demandé si ça me dérangeait pas déjà. Donc ils sont partis avec ça, ils m'ont ramené après. Et ils ont fait un espèce de spectacle comme ils savent faire. C'était une année où il y avait un énorme cheval. Enfin c'était complètement délirant. Et ils se sont calqués en fait sur l'antérieur et la postérieure de mon premier cheval. Et ils venaient me voir aussi pour récupérer du crin de cheval, parce que dans le temps il y a quelqu'un qui leur donnait du crin de cheval et la personne a arrêté son activité. Et du coup moi je récupérais du crin de cheval, j'en ai récupéré à gogo, notamment pour les cheveux de la géante. Les géantes c'est en crin de cheval, il faut le savoir. Alors Claude et Eric n'ont pas gardé ce contact-là malheureusement, parce qu'on avait, avant que ça se fasse, on s'est dit qu'on irait visiter, ils ont été invités à visiter toutes les coulisses et ils n'ont pas gardé ces contacts-là malheureusement et c'est dommage, moi j'aurais vraiment voulu et c'est juste génial cette compagnie, même la compagnie Royale de Luxe en plus là, c'est formidable ce qu'ils font. Ils sont trop forts. Hein. C'est trop génial, ça a vraiment sa place à Nantes là pour le coup. Donc, vas-y, excuse-moi, je te laisse. Vas-y, continue. Du coup, on continue ensuite au niveau du 22 décembre où il y aura un spectacle féerique, celui de Alain Thomas qui va illuminer la cathédrale de Nantes. Donc à première vue, il n'avait plus lieu à cause du fait que c'est brûlé. Donc là, ça reprend cette année. Donc ce sera rendez-vous tous les soirs à partir du 22 jusqu'au 31. Ça peut être magnifique, ça. Trop bien. Ouais. Donc voilà, la petite chronique elle est finie. La liste elle n'est pas du tout exhaustive, donc n'hésitez pas à aller sur le site de la métropole de Nantes, section agenda pour tout connaître. Et puis pour pas changer d'habitude, les musées sont toujours gratuits les premiers dimanches du mois. Ça c'est très bien. Et n'hésitez pas à réécouter le premier épisode pour avoir tous les détails. Merci beaucoup. Et puis du coup pour finir cet épisode, on a encore le planning de la semaine présenté par Guy. Ouais, on reste sur les dates des 15 prochains jours, mais du coup plus inhérent à l'école, beaucoup de conférences. Mais on commence pas par ça. Donc mardi 16 novembre, il y a Don du sang qui vient à l'école. N'hésitez pas, il faut s'inscrire au préalable sur Zimra, on a reçu un mail. Le même mardi, il y a une conférence le soir en AH organisée par Céphone avec pour thème, on en parlait, donc les abeilles. Très bien. Les abeilles sauvages, diversité, biologie, menaces et comment les protéger.
Le lendemain, mercredi 17, conférence de l'AVVAC sur comment accueillir un chaton. Le jeudi 18, il y a un casting à l'école pour la comédie musicale qui va se monter de 13h à 17h, organisé par le club musique. Le vendredi 19, c'est la seule soirée en novembre qu'on a à l'école, sans thème encore et sans licence. Mais on a hâte quand même. La semaine d'après, lundi 22, conférence GTV avec pour thème suivi de reproduction. Mardi 23, conférence sur la parasitologie du poulain. Et mercredi 24, conférence organisée par MCV sur la phytothérapie en canine, ENAC, avec illustrée par des cas cliniques. Donc voilà, on va bien occuper ces 15 prochains jours. Ben voilà, donc on arrive sur cette fin d'épisode. Donc déjà, je tenais à remercier Manu d'être venu. Mais c'est moi qui vous remercie, hein. C'était un plaisir. N'hésitez pas à me réinviter pour un prochain épisode. Parce que d'ici là, j'aurais trouvé un autre bout à ma trilogie, parce que là, on n'est qu'au premier épisode. Voilà. Moi, c'est Star Wars. Hein, donc voilà, et puis merci aussi à Pauline d'avoir fait ce premier épisode avec nous. Pas de soucis, j'ai hâte de revenir. On a hâte de survivre. Ouais. Et puis, du coup, merci. Tant qu'à faire, on t'en remercie aussi Marie, et puis on remercie même plus. Très belle chronique, mesdames. Voilà. Et puis à dans 15 jours. Et puis voilà, donc à dans 15 jours pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Ciao.